savez, le 49.3, ce que je veux rappeler ici sur ce plateau ce soir et devant nos concitoyens qui nous écoutent, c'est que c'est un outil qui est constitutionnel. Alors justement, c'est la deuxième question qu'on va se poser, parce que est-ce que c'est vraiment c'est constitutionnel, mais est-ce que c'est antidémocratique? C'est la deuxième question qu'on va se poser. Ça, encore une fois, c'est un autre débat, mais on a activé le 49.3 parce que le président de la République, parce que sa première ministre, parce que le gouvernement a estimé que cette réforme des retraites était nécessaire. Parce que nous allons avoir un système des retraites qui sera déficitaire dans quelques années. Et face à cela, on a un président de la République qui a fait campagne avec une promesse. C'est Shannon. Moi, je vais vous donner mon sentiment et le sentiment que je sens un petit peu en parlant avec énormément de Français. Est-ce que le timing était le bon? Déjà, et bien sûr, il y a un problème avec cette réforme, mais aussi le timing. On sait qu'en ce moment, l'inflation est très très importante. On parle tous d'un Mars rouge, et qu'aujourd'hui, les Français, ils ont du mal à aller faire leurs courses, à manger à leur faim, à donner à manger à leurs enfants. Il y a même des parents qui viennent ici sur le plateau qui disent, voilà, nous, on ne peut pas manger parce qu'on veut nourrir nos enfants et qu'on travaille tous les deux de 8h du matin à 19h et on n'arrive pas à les nourrir. Donc, il y a ce problème-là. Il y a le problème de l'Ukraine. Il y a le problème des centrales nucléaires, il y a le problème de l'électricité. Donc il y a énormément de problèmes cumulés. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être laisser passer un petit peu tout ça et peut-être essayer de revenir après? Mais là, est-ce que ça ne met pas de la tension sur de la tension? Mais vous savez, il n'y a jamais de bon moment pour engager une réforme. Là, pour le coup, ce n'était pas le bon moment, excusez-moi. Il y a un pire moment. Il n'y a jamais de bon moment et je crois que je ne suis pas le président de la République. Nous ne sommes pas ici collectivement le président de la République et le gouvernement pour décider quel est le bon moment pour entamer une réforme. Non, mais on peut donner notre avis, donner quelques... On peut tout à fait, et vous avez tout à fait raison, on peut donner notre avis. En revanche, vous pensez vraiment que c'est le bon moment quand on voit ce qu'il y a dans la rue? Mais vous savez, madame, quand on est aux responsabilités, il faut savoir faire preuve de courage, d'anticipation et de flexibilité. Mais là, c'est pas du courage et de l'anticipation. En fait, vous prenez des responsabilités sur des problèmes qu'il n'y a pas. Vous prenez des responsabilités sur des problèmes qu'il n'y a pas. Laissez-moi finir. Le texte que nous avons proposé, mais laissez-moi au moins vous expliquer le cheminement de notre pensée. Le président de la République, quand il s'est présenté pour sa réélection au mois de mai dernier ou en avril dernier, il a proposé noir sur blanc et c'était inscrit noir sur blanc cette réforme-là des retraites avec, je le rappelle, un âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Nous avons mené des concertations avec les présidents des groupes politiques, avec les syndicats, sous l'égide de notre ministre du Travail, Olivier Dussopt, pour justement essayer d'assouplir ce texte. Le texte qui a été débattu pendant 175 heures, je le rappelle, au sein de l'Assemblée nationale, qui est passé en première lecture à l'Assemblée nationale, qui a été voté au Sénat, est le fruit d'un compromis, qui tient compte des sensibilités politiques de tous les partis politiques de notre gouvernement. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence? Mais les Français, non. Il y avait urgence. Il n'y avait pas urgence. On ne joue pas avec les finances publiques. On ne joue pas avec les finances publiques de notre gouvernement. Nous avons encore une fois, si vous souhaitez protéger la retraite de vos enfants, madame. Dans quelques années, nous devons penser dès à présent à protéger ce système de retraite par répartition qui sera encore une fois, je le rappelle, déficitaire. Shannon, je voulais vous dire juste un petit truc. Bien sûr qu'elle veut protéger la retraite de ses enfants et que tout le monde veut protéger la retraite de ses enfants ici, et voilà. Mais je pense sincèrement qu'en ce moment, à l'instant T, il y a des problèmes beaucoup plus urgents à régler que la réforme des retraites. Excusez-moi de vous dire ça, je suis désolé. Mais vous avez raison. Là, on parle d'un truc qui va arriver. Non, mais je suis désolé, Shannon. Là, en ce moment, il y a une urgence pour que les gens puissent manger à leur faim et puissent terminer leur mois et puissent habiter un logement digne. Donc, vous avez absolument raison, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, oui, mais je veux dire, l'un empêche l'autre parce que, vu ce qui se passe et actuellement dans les rues, je pense que justement, l'un empêche l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai le sentiment... On ne va pas revenir sur le fond de la réforme parce que 80% des Français sont contre, ils ont raison d'être contre. Mais juste, je trouve qu'il y a un truc très malsain dans la politique du gouvernement. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où les gens commencent l'année avec un carburant à 2 €, avec une hausse des tarifs de l'électricité, des artisans boulangers, là, en ce moment même, qui connaissent des faillites en cascade parce que leur facture a été multipliée par 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tiers des Français qui disent dans toutes les enquêtes on ne mange plus à notre faim parce qu'on n'a plus suffisamment d'argent et que l'alimentation est trop haut. Et on a un gouvernement qui passe en force sur une réforme que personne ne veut et qui passe en force. Enfin, je veux dire, ce qu'a fait Mme Borne, c'est un bras d'honneur au peuple français et à la représentation nationale. Elle arrive avec un texte de loi que les Français ne veulent pas.
qu'elle a eu un courage monstre d'aller le faire. Je pense qu'il n'y a rien. Je veux dire, je pense qu'il y a rien de courageux à dire à une caissière, à un artisan boulanger, à un électricien, à un maçon. Vous allez travailler jusqu'à 64 ans, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui sont usés par des métiers de plus en plus pénibles et qui partiront avant de 64 ans et qui partiront avec une décote. Donc le but de cette réforme, c'est de faire des économies sur les pensions. Je vais vous dire quelque chose, Jordan Bardella. Je vais vous dire, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, des maçons de 40 ans ou 65 ans, ils ne pensent même pas à travailler jusqu'à 64 ans. Ils pensent déjà s'ils vont avoir du travail dans un mois, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, je vous dis, c'est là, on va. Je vous dis, des gens même qui gagnent assez bien leur vie, qui sont deux à travailler dans leur foyer, dans un foyer, et avec l'électricité, avec l'inflation, ils ne s'en sortent pas. Mais c'est extrêmement malsain, parce qu'on a le sentiment qu'Emmanuel Macron prend plaisir à voir les gens dans la... Mais attendez, ça, je peux pas le croire. Et bien sûr, il a fait ça pendant toute la crise des Gilets jaunes. Vous ne pouvez pas être Première ministre, avoir un texte en disant, écoutez, la majorité, les députés de l'Assemblée qui sont censés voter la loi ne veulent pas de ce texte. Les Français ne veulent pas de ce texte. Les syndicats ne veulent pas de ce texte. Les partis politiques ne veulent pas de ce texte. Et vous venez avec votre texte de loi dire vous allez l'avoir quand même. Mais moi, je pense que la Macronie se fout des gens. Je pense qu'ils se foutent des Français. Et en vérité, ils ne voient pas un peuple français, ils voient une population. Alors, quand on parle de retraite, ils ne parlent pas de la vie des gens. Ils parlent de statistiques et de comptabilité. Et c'est là la grande différence entre le fossé qui est en train de se créer entre le peuple, c'est-à-dire celui sur qui s'exerce le pouvoir, et des gens au pouvoir qui sont complètement déconnectés des réalités. Dans un instant. Je voudrais parler avec Richie. Richie Thibault, vous êtes un manifestant en colère. Vous avez quel âge, Richie ? 18 ans. 18 ans. D'abord dire que... Est-ce que vous êtes politisé ? Non, mais enfin, je sais pas ce que vous insinuez par politiser, mais juste pour dire que c'est toujours aussi relou d'écouter des politocards. Il faut pas s'étonner que les jeunes ne vont pas voter quand on écoute ces deux personnes. Non, mais ça, mais juste sur l'essentiel du sujet, c'est très important sur cette réforme des retraites, sur l'utilisation du 49.3. Pour moi, elle est très révélatrice et ça ne m'étonne pas du tout. Parce que votre gouvernement, madame, parce que monsieur Macron, quand il est minoritaire, et il est ultra minoritaire, la seule chose qu'il sait faire, c'est utiliser la brutalité, la violence. Les gens n'acceptent pas de se faire condamner à se faire casser le dos 2 ans au travail. Parce qu'à 50 ans, et je vous parle de la vie de mon oncle, celle de ma grand-mère, de mon grand-père, ils en peuvent plus, ils ont déjà les corps usés. Et vous allez leur dire, vous avez le culot, madame, de leur dire qu'il faut qu'ils travaillent jusqu'à 64 ans. Mais vous êtes insolente, vous êtes violente, comme monsieur Macron. Et mon appel, et je le lance solennellement ce soir, j'en ai pour 30 secondes, c'est d'appeler tous les Français, toutes les Françaises à descendre devant leur préfecture, devant leur mairie, ce soir même, place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale. Parce que face à des politiciens qui nous mettent à genoux, qui se foutent de vos gueules aux gens qui sont autour du plateau là, qui se foutent de nos vies, qui ont plus d'intérêt pour l'argent que pour la vie des gens, eh bien il faut se bouger, il faut se faire entendre, il faut se révolter, il ne faut plus accepter de se faire marcher dessus, il faut être debout, il faut s'inscrire dans l'héritage des révolutionnaires, des communards, des maquisards, de toutes celles et ceux qui ont voté. Vous pouvez pas appeler au chaos. Vous pouvez pas appeler au chaos. À l'insurrection. Voilà, exactement. Vos convictions. J'appelle à l'autodéfense. Est-ce que vous êtes politisé ? Non, les mots ont un sens. Est-ce que vous êtes politisé ? Les mots ont un sens. Est-ce que vous êtes politisé ? Je peux terminer. Le sang de la LFI. J'appelle à l'autodéfense. Le sang de la LFI. Non, mais il faut ouvrir un dictionnaire. Le sang de la LFI. L'autodéfense populaire. Ça sent la LFI. Ça sent la LFI. Une dernière Est-ce que vous êtes politisé ? Allez, une dernière chose. Est-ce que vous êtes politisé ? Non, moi je suis un gars qui a été formé à 14 ans par les Gilets jaunes. Parce que c'est un des milieux où mes parents n'ont jamais voté, n'ont jamais fait de politique, n'ont jamais été syndiqués. À 14 ans. Vous n'êtes pas à la LFI ? Bon, vous me laissez terminer à 14 ans. Vous êtes à la LFI. Je ne suis pas à LFI. À 14 ans, je vais sur Vous avez le droit, hein. À 14 ans, je vais sur tout à fait le droit. Non, à 14 ans, je vais sur un rond-point, je vois des gens qui n'ont rien à bouffer, comme ma grand-mère qui a galéré à l'âge de 80 ans. Et je me dis, Richie, toi, parce que tu viens d'une famille de gitans, et ces gens qui ne sont pas censés faire de la politique, eh bien, fais de la politique. Défends ces gens qu'on traite comme de la merde. Défends-les. Moi, ce que je dis... Quand tu donnes un exemple comme ça, je préfère. Une dernière chose, pour terminer, c'est très clair. Moi, je suis très gêné d'être à côté de ce type qui fait partie d'un parti politique. Non, mais je termine. Qui fait partie... Non, mais qui fait partie... Je peux terminer. Qui fait partie d'un parti politique qui a enfermé mes ancêtres. Vous faites partie d'un parti politique qui a enfermé mes ancêtres. C'est pas le débat, mon chéri. C'est pas le débat. Richie, juste un truc. J'ai des tranxènes dans ma sacoche. Non, mais juste, tu vois, on essaie de représenter tous les courants, forcément, tu sais, c'est comme ça. Vous avez entendu là, juste ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Attendez, juste, il a dit, vous inquiétez pas, on s'occupera de votre cas. Oui, le fascisme est une menace à éradiquer. Donc, monsieur a l'air un peu excité.
Une dernière chose. Mais parlez-nous de votre famille, de tout ça, oui, d'accord. Mais pas de... Une dernière chose. Pas de violence et pas d'appel à l'insurrection. Oui, c'est cette violence. Non, une dernière chose, madame. C'est cette violence-là, non, une dernière chose. Je vais vous dire. Laissez parler Shannon, s'il vous plaît. Je vais dire simplement, en fait, il y a un vrai problème. Laissez parler Shannon. Ce sont vos comportements, jeune homme, qui empêchent nos jeunes de prendre place et de prendre part au débat politique. C'est pas moi qui traite les gens de sans dents, d'accord? C'est votre président devant une chaîne publique qui est regardée par des millions de spectateurs, vous êtes en train de cautionner un dernier message. Moi, j'entends ces revendications, mais je ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir avoir derrière cela un droit de réponse, écouter ces revendications, exposer face à cela nos propositions et avancer. Comment est-ce que vous voulez qu'on avance dans ce pays? Non, mais juste Shannon. Excusez-moi, monsieur. Laissez finir Shannon. Quand on regarde par ailleurs, vous m'excuserez, l'obstruction parlementaire. Je termine juste sur ce point. Allez, terminer. L'obstruction parlementaire à laquelle on a assisté au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est exactement les scènes de chaos auxquelles on est en train d'assister aujourd'hui dans la rue. Et malheureusement, on ne pourra pas avancer comme ça. Nous sommes prêts à dialoguer. Nous sommes prêts à faire des compromis. Vous avez parlé quand? Mais attendez, madame. Vous êtes prêts à dialoguer une fois que le truc il est passé? Juste, Carla, je voudrais parler à Carla 2 petites secondes pour voir, pour qu'on comprenne bien. Carla, parce que c'est donc voilà, Carla, elle a des difficultés comme la plupart des Français. C'est une maman seule qui est dans une situation précaire. Carla, vous faites quoi dans la vie? Je suis serveuse. D'accord. Vous êtes serveuse. Vous avez combien d'enfants? Un enfant. Vous vous occupez de lui toute seule? Toute seule. Toute seule. Aujourd'hui, vous êtes serveuse. Vous travaillez combien d'heures par jour? Non, mais à peu près, voilà, vous travaillez. Au minimum 7 heures. 7 heures. Donc aujourd'hui, vous êtes seule avec un enfant. 14. Vous êtes seule avec un enfant, vous travaillez, elle travaille. Elle essaie de faire le maximum et aujourd'hui, vous vous en sortez pas. Non, je suis encore chez mes parents. Voilà. Donc parce que vous pouvez pas aujourd'hui. Parce que je peux pas me payer un appartement. Voilà. Parce que même de la location, moi je suis dans la banlieue parisienne, donc je pense que vous devez. J'espère en tout cas que vous savez le prix d'un loyer moyen là-bas. Bien sûr, ouais. Que même en HLM, étant donné que j'ai fait ma demande d'HLM enceinte, qu'on m'a donné 5 ans d'attente. Ouais. Donc c'est bien une fois qu'il est à l'école. Et donc vous, Carla, parce que je crois qu'il y a 2 problèmes. En fait, je pense qu'il y a surtout le problème de la retraite, mais c'est pas ça le problème. C'est que si les Français sont dans la rue aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est l'accumulation. Aujourd'hui, Carla, je suis sûr et certain, bien sûr que ça compte pour elle, la réforme de la retraite. Mais ce qui compte pour elle aujourd'hui, c'est qu'à l'instant T, aujourd'hui, elle s'en sort pas et qu'elle se dit, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi et qu'on essaie de m'aider et que moi qui travaille tous les jours, je dois m'en sortir. Bah c'est ça. J'ai 21 ans, je suis avec mon fils seul et je suis chez mes parents. Voilà, exactement. Donc j'ai pas de vie personnelle, j'ai pas de vie privée, j'ai rien parce que je... Daniel Moreau, elle a 80 ans aussi. Hein. Pareil. J'ai trouvé une colocatrice. C'est pareil. J'ai trouvé un colocataire. Voilà, si vous voulez. Non mais Carla, on en rigole, mais je pense que le fond du problème, parce que je vous dis, Shannon, je vous jure que quand je vous parlais de timing tout à l'heure, je pense que c'est vraiment, et excusez-moi Jordan, vous y connaissez mieux que moi et vous aussi Shannon, mais je pense vraiment, pour avoir parlé énormément de Français, je pense aussi vraiment que c'est le gros problème. C'est-à-dire que là, ils n'aient pas besoin de ça en plus. Est-ce que c'est ça, Carla? Ben oui, mais en plus, pour mon cas, à moi, qui est le cas de beaucoup, c'est que j'ai pas un mauvais salaire. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas un mauvais salaire. Exactement, ça c'est bien de le dire. Je suis bien payée, mais même en étant bien payée, c'est pas possible. Parce qu'entre le loyer, la voiture, l'assurance, les courses, si vous avez ne serait-ce que même l'essence, la crèche, voilà, exactement. Ou alors un truc tout bête, mais même inscrire votre fils à la natation pour qu'il fasse au moins une activité extrascolaire, ben ça vous coûte, excusez-moi, mais une blinde. Mais Carla, et il a que 2 ans. Mais Carla, ce que vous me dites, je le mesure, je le comprends. Encore une fois, je suis élue à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un des départements les plus pauvres de France métropolitaine. Quand je vais sur le terrain tous les week-ends et que je vais à la rencontre des habitants de ma ville et du département, je sillonne le département, la Seine-Saint-Denis, je me rends compte, je le comprends, vous arrivez à être pour qu'il y a un problème. Il y a un problème de pouvoir d'achat, on le mesure. Vous savez, vous me parliez, Carla, et c'est un témoignage qui touche, et je crois qu'on peut tous s'identifier à votre témoignage. C'est même pas ça, c'est que je suis même pas là pour vous toucher. Mais je suis là juste pour vous dire une réalité. Je suis là pour vous comprendre, Carla. Je m'en fiche de vous toucher, de vous avoir fait de la peine. Ce soir, vous allez vous dire, oh la pauvre. Je m'en fiche, c'est pas ça la question. C'est quand on fait de la politique, c'est pour résoudre les problèmes des gens et c'est pour faire preuve d'un minimum d'empathie. Mais moi, ce que je veux résoudre, c'est de pire en pire. Ce que je veux vous dire, c'est que justement, on agit, Carla. Le trimestre anti-inflation, est-ce que vous avez entendu
entendu parler de ce trimestre anti-inflation? On en a entendu parler, mais on l'a pas trop vu. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu le truc. Le trimestre anti-inflation, Carla, qui vient de démarrer il y a quelques jours. Alors c'est quoi ça? Il va s'arrêter dans quelques jours. Eh bien justement, Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie et des finances. Rien. Bruno Le Maire. Zéro. Sa ministre déléguée, laissez-moi finir, monsieur Bardella. Bruno Le Maire. Avec Olivia Grégoire, qui est sa ministre déléguée en charge des petites et des moyennes entreprises, a fait le tour des grands distributeurs. Bruno Le Maire, je l'adore, hein, mais la seule réforme que j'ai entendue, moi, c'est qu'il a mis un col roulé. Qui a donc été faire le tour des opérateurs de la grande distribution pour négocier justement une réduction des marges et un effort. Laissez-moi finir, monsieur Bardella, qui a donc négocié justement qu'il y ait une réduction sur certains prix du quotidien. On fait ce qu'on peut, Carla. Soyez convaincus qu'on fait ce qu'on peut. Et je peux vous assurer, on ne fait pas complètement différent. Mais vous savez, vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit, est-ce que je m'inquiète pour la retraite de mon fils? Je m'inquiète pour la retraite de mon fils, mais avant de m'inquiéter pour sa retraite, je m'inquiète déjà pour savoir s'il va manger, s'il va avoir faim toute sa vie, s'il va avoir un travail. Ah oui, c'est ça. Je vous jure, Shannon, je vous jure que c'est vrai qu'en une phrase, elle a résumé, je pense, 95% des Français. Elle pense à ce qu'elle va manger demain et si son fils va manger. Elle ne pense pas à sa retraite. La situation de Carla, c'est celle d'une mère qui est mais non, j'ai des centaines et des milliers. J'ai perdu mon père. Vous voulez que je vous dise quelque chose, monsieur Hanouna? J'ai perdu mon père il y a 3 ans. Ma mère se retrouve seule, veuve, elle est commerçante, elle est immigrée sur le sol français, elle est commerçante et elle se retrouve tous les matins à aller ouvrir son magasin où elle vend des costumes. Vous voulez parler de commerçante? En plein cœur de Paris. Je peux vous assurer qu'elle aussi, Carla, elle a des difficultés à boucler les fins de mois. Mais elle tient et elle reconnaît en tant que commerçante, le seul gouvernement qui a agi pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et nos entreprises avec le quoi qu'il en coûte, avec le fonds de solidarité, avec désormais le trimestre anti-inflation, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je peux tout entendre. Je peux entendre vos difficultés. Mais cracher sur la politique qui a été celle de notre gouvernement pendant toutes ces années, pendant le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec une barre de chômage. On est désormais à moins de 3 millions de chômeurs sur le sol français. 1,2 millions d'emplois qui ont été créés. Nous n'avons jamais été aussi C'est des Uber Jobs, c'est des emplois précaires que vous avez créés. Vous pouvez refaire. On ne va pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. Mais non, mais c'est pas restons sur la réforme des retraites et sur le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, on a le sentiment qu'on a à la tête du pays des gens qui n'aiment pas les Français. Et que, en réalité, les gens se disent, mais est-ce qu'un jour, on va avoir à la tête de l'État des gens qui nous aiment, qui nous respectent, qui nous considèrent? Parce que quand vous avez un Français sur 2 qui est à 10 € près quand il fait ses courses, quand vous avez des gens aujourd'hui qui, dans les campagnes, limitent leurs déplacements parce que le carburant est trop cher. Pourquoi? Parce qu'il y a 60% de taxes sur l'essence, que vous refusez de baisser, notamment la TVA sur les carburants, sur l'énergie. Eh bien, les gens se disent, mais quand vous arrivez en face d'eux, en leur disant, on a agi, on a fait le panier anti-inflation, mais les gens, on se marre, parce qu'en réalité, ce panier anti-inflation, c'est rien, c'est du vent. Vous avez délégué la question du pouvoir d'achat aux professionnels de l'agroalimentaire. Le taux de marge de l'agroalimentaire, il est passé en un an de 30 à 45%. L'agroalimentaire fait des super profits de dingue et vous refusez de les taxer. Quand vous achetez, je dis aux gens, quand vous achetez un bidon de lessive Ariel à 12 €, vous avez 3 € qui partent immédiatement dans les super profits et qui vont engraisser les actionnaires. Ce sont des super profits indus. Il faudra les taxer plutôt que de taxer toujours les mêmes. Et il y a beaucoup de gens, et notamment les classes populaires, les classes moyennes qui bossent, qui ont le sentiment qu'on tape toujours sur eux, que c'est toujours à eux qu'on demande des comptes et que ce sont toujours eux qui doivent payer pour le reste de la société. C'est trop contre, mais j'attends vos propositions, monsieur Bardella. Parce que quand on regarde mais il y a des propositions concrètes. C'est le déficit. On verra ça après. S'il vous plaît, on n'est pas dans un débat politique là, s'il vous plaît. Juste un peu quand même. Oui, mais pas là, je voudrais qu'on reste sur la réforme des retraites. On ne va pas donner des idées. Juste, qui était pour la réforme des retraites ici? Il n'y en a pas un? Il n'y en a pas un qui était... Moi. Ouais, non, mais c'est bien, j'aurais dit que tu le dises. Bah oui, parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi on travaille moins que globalement dans tous les autres pays européens. En France. Partout, en fait. En Italie, on prend la retraite beaucoup plus tard, il me semble. Ouais, et en Allemagne, c'est vrai, vous avez raison. Et en Allemagne, il y a 2 fois plus de retraités pauvres. Voilà. Et en Suède, par exemple, là, il y a un mois, le directeur général de la sécurité sociale en Suède, qui a mis en place la réforme des retraites à 65 ans en Suède, il a fait une interview à BFM TV et il dit, Emmanuel Macron, ne faites pas ça. Ne faites pas cette réforme, on l'a fait en Suède. Alors, ça a amené à la baisse des pensions de retraite pour 70% des femmes et 90% des hommes. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne dans notre pays. Et que quand on repousse l'âge de départ à la retraite, il y a des gens qui ne peuvent pas se tuer à la tâche et qui donc mécaniquement vont partir plus tôt et donc vont partir avec une décote. Et au fond, c'est ça l'objectif de cette réforme, Cyril. C'est d'aller faire des économies sur les pensions de retraite. L'Allemagne, c'est bien, hein, 67 ans. Il y a 2 fois plus de retraite. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites pour financer le déficit du système des retraites? Faites une proposition tangible. Quel déficit? Il est facile, excusez-moi, quel déficit?
mais Shannon, vous avez fait tellement de concessions que vous nous dites qu'il faut refaire une réforme dans 5 ans. Quel déficit? On ne veut pas de proposition de... Moi, j'ai une question, M. Bardella. Oui. Juste, M. Bardella, d'abord, Macron est arrivé premier, c'était à moins d'un an, les élections présidentielles. Marine Le Pen était deuxième, Mélenchon était troisième, donc vous étiez quand même derrière Macron. Il y a une élection entre-temps. Oui, après, il y a eu une élection législative. Il n'a pas eu la majorité. Non, mais il a eu quand même une meilleure majorité que vous. La preuve que non. Sinon, il n'est pas... Non, mais il était quand même au-dessus. Oui. Mais d'accord. Mais il n'a pas la majorité pour mettre en place son projet. Expliquez-moi d'un point de vue psychanalytique, pourquoi, si la réforme est si catastrophique que ça, pourquoi quand même ils veulent absolument la faire? C'est-à-dire que moi, non, mais pourquoi ils veulent... Non, mais c'est ça qu'on a envie de savoir, c'est vrai. Alors, attendez, ils répondent. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi être aussi impopulaire, aussi détesté? Il n'a rien à gagner, en fait. Il ne peut rien faire. Je pense que c'est une affaire d'ego. Il y a tout un gouvernement comme ça qui est derrière lui en égo complètement aveuglé et débile. Je pense que Emmanuel Macron a un égo surdimensionné. Donc que pour une histoire d'égo. Étant donné que c'est la seule mesure, la seule qu'il a promis dans son projet présidentiel, qui était de repousser l'âge de départ à la retraite, il veut aller au bout. Et il veut aller au bout pour une raison très simple, c'est qu'il se fout complètement des gens. Et quand les Gilets jaunes arrivent sur la scène politique en 2018, il ne connaît pas ces gens. C'est-à-dire des gens qui gagnent 1 200 € et qui lui disent « mais en fait, j'arrive plus à mettre de l'essence dans ma voiture », il ne les a jamais rencontrés. Et je ne lui en veux pas d'avoir eu un parcours universitaire brillant, d'avoir été un banquier brillant, je ne lui en veux pas. Mais je dis juste qu'il y a des réalités concrètes de la vie des gens qui lui échappent. Et vous vous souvenez d'ailleurs qu'en 2019, il avait dit « mais jamais je ne repousserai l'âge de départ à la retraite ». Il le dit en 2019, il dit pourquoi? Il dit « mais parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas arriver, aujourd'hui, il y a des gens qui à 62 ans n'arrivent plus à aller au bout de leur année parce qu'ils sont usés, fatigués par le travail. Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis en quelques mois? Et il y a aussi une autre raison, c'est que c'est une exigence de la Commission européenne. Mais absolument. Et que, je voulais juste le complotisme du Rassemblement national vient toujours vous sauver. J'en termine. C'est hallucinant. Interview de Clément Beaune en septembre 2020 dans Ouest France. Clément Beaune, il est ministre des Transports. Oui. Il était à l'époque en charge des affaires européennes. Il dit dans Ouest France à un de vos confrères, un journaliste qui dit « mais quelles vont être les contreparties du plan de relance et de l'argent que donne l'Europe à la France pour la relance Covid ?» Et Clément Beaune, il dit « l'une des contreparties de la Commission européenne que nous mettrons en œuvre, c'est la réforme des retraites. » Donc voilà, elle est là la réalité. Et je peux vous dire que s'il va au bout, c'est parce qu'il a la Commission européenne qui le presse d'aller au bout et qui depuis 10 ans, dans toutes les réclamations qu'elle fait chaque année à la France, qu'elle formule à l'État français, il y a la réforme des retraites. Shannon, est-ce que vous étiez pour cette réforme des retraites, vraiment? Oui, c'est parce que vous êtes obligé de suivre le mouvement? Non, mais attendez, moi je ne suis aucun mouvement. Si je viens ce soir ici, c'est en tant que... Je suis née à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, en tant que citoyenne, appelez ça comme vous voulez, mais je suis intimement convaincue du bien fondé de cette réforme, parce que quand on regarde les chiffres, parce que ça, les chiffres, M. Bardella et Marine Le Pen, le Rassemblement national dans son ensemble n'aiment pas les chiffres. Si, vous avez fait 600 milliards d'euros de dette en 5 ans, ça on s'en souvient. Vous n'êtes à l'aise avec les chiffres quand il s'agit de faire des emprunts auprès des banques russes et hongroises pour financer des campagnes présidentielles. Moi, ce que je veux vous dire, M. Bardella, c'est qu'aujourd'hui, on a un système des retraites qui est déficitaire, que si nous continuons comme ça, nous allons avoir un système de retraite qui sera déficitaire de plus de 150 milliards d'euros au sein des 10 prochaines années, et que si on continue comme ça, malheureusement, qu'il faut refaire une réforme dans 5 ans. Malheureusement, monsieur Hanouna, laissez-moi juste terminer sur ce point-ci. On ne pourra pas malheureusement verser de pensions à nos retraités et à nos jeunes dans les prochaines années. Mais parce que monsieur Bardella, on nous a dit ça. Avec l'apocalypse, on nous a dit ça. milliards d'euros de dette. Moi, je m'en rappelle. Et je sais pas, il nous disait ça il y a 20 ans. Il disait en 2023, vous allez voir, ça va être l'apocalypse. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on nous disait en 2003. On disait en 2023, ça va être l'apocalypse, ça va être un truc de fou. Vous allez voir, plus personne ne pourra avoir de retraite, etc. Pourquoi c'est pas arrivé? J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser à vous individuellement et à nous tous sur le plateau collectivement, vous qui êtes ici également. Est-ce qu'on prendrait le risque d'actionner un 49.3, une réforme si impopulaire? Est-ce qu'on se permettrait de prendre un risque tel si cette réforme n'était pas nécessaire? Vous êtes quoi? Vous êtes des géniaux. Très sincèrement. Si l'état de la France était génial... Répondez-moi, monsieur Bardella. Si l'état du pays était génial, c'est-à-dire que si, en fait, les gens allaient bien, il n'y avait plus de chômage, ils avaient réglé le déficit, 600 milliards de dettes en 5 ans, les services publics, parce qu'on paie de plus en plus d'impôts, mais il y a de moins en moins de services publics, on se dirait, bon, ces mecs-là sont des cadors, et à ce moment-là, OK, on veut bien les croire. Mais c'est pas le cas. Mais c'est facile de critiquer, écoutez les gens qui sont dans les manifestations. Vous pensez que les Français sont bêtes, en fait, c'est ça? 80% des gens veulent pas de la réforme, vous pensez que les gens ne comprennent pas ce qui les attend? Mais monsieur Bardella, les Français ne sont pas dupes, et nous sommes bien conscients des difficultés qui sont ceux de nos concitoyens. Mais on doit faire preuve de responsabilité et de
courage. Je veux dire, il y a une motion de censure. Ce même courage, Monsieur Bardella, que vous n'avez pas en proposant... Votre mutisme était assourdissant. Avouez, Monsieur Bardella, que votre mutisme était assourdissant au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je suis député au Parlement européen, donc c'est sûr que vous ne m'avez pas beaucoup entendu à l'Assemblée nationale. Quelles ont été vos propositions au sein de l'hémicycle quand il s'agissait de débattre autour de cette réforme? Oui, non, mais c'est pas juste. Shannon, je voudrais savoir, on a des citoyens ici autour de la table. Pourquoi vous êtes contre cette réforme, vous? Je voudrais savoir, pourquoi vous êtes contre? Alors moi, c'est une question de timing. On ne peut pas... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas imposer... On ne peut pas, pour moi, imposer... Non, mais donc t'es pour, mais c'est le timing. Non, je suis contre parce que le timing n'est pas bon et je ne sais pas quand le timing sera bon. Pour moi, les retraites n'étaient pas le sujet. Les sujets, c'est la vie quotidienne des gens. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai une question à vous poser. Vous parlez de courage. Oui. Est-ce que ça ne confère pas à l'aveuglement? Parce que vous avez contre vous l'hémicycle, tous les partis politiques, les syndicats, tous les Français dans la rue qui s'embrasent. On regrette les débordements, mais les gens manifestent. Mais justement, ce que disait Géraldine, pourquoi il le ferait? Madame... Pourquoi vous avez voulu imposer ça? Est-ce que vous n'avez pas commis une immense erreur stratégique? Et est-ce que vous ne la regrettez pas là ce soir sur le plateau? Mais parce qu'ils sont déconnectés. Vous êtes déconnectés. Vous savez, le président Macron est déconnecté. Je suis désolée. Alors laissez répondre Shannon, s'il vous plaît. Je crois que vous vous méprenez parce que quand vous regardez aujourd'hui les passés professionnels, si je puis dire, des députés de notre groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes déconnectés de la rue. Je vous parle de la rue. Mais sur le fond. Un grand nombre, madame, viennent de la société civile et sont justement tous les week-ends sur le terrain, dans leur circonscription, comme je le suis d'ailleurs en tant qu'élu, à la rencontre des habitants. Oui, mais ils n'auront pas faim ce soir. Et on les écoute. Moi, ce que je veux vous dire, monsieur Verdez, c'est qu'on a fait le choix, effectivement, d'un 49.3 parce que nous jugions que cette réforme était indispensable. On ne regrette pas ce 49.3. Nous n'avons pas le 49.3 honteux. On assume, le gouvernement assume sa responsabilité, a pris sa responsabilité, et c'est ça que d'être aux responsabilités et que d'être à la tête d'un pays comme la France. Nous verrons ce qu'il adviendra à l'issue. Vous voyez l'état du pays ce soir, madame? Mais je le regrette, monsieur Verdez. Juste moi, madame, j'ai une question à vous poser. Je le regrette. On entend beaucoup parler de motion de censure. L'opposition, une arme dont il compte se servir, c'est la motion de censure. J'aimerais savoir ce que ça veut dire, ce que c'est, et ce que ça pourra impliquer pour les Français. Ça vraiment, parce que moi, c'est quoi, Jordan? 49.3. Le gouvernement fait passer le texte en engageant sa responsabilité. Je fais de la pédagogie pour que tout le monde comprenne. Non, le texte passe donc d'office, sauf si une motion de censure, c'est-à-dire la censure du gouvernement, est votée par la moitié de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est-à-dire que si la moitié des députés s'accordent sur une motion de censure, 1, le texte ne passe pas, c'est-à-dire que si l'opposition se rassemble, le texte ne passe pas, et 2, le gouvernement est contraint de démissionner. Alors moi, je vais vous dire... Est-ce que c'est possible, ça? Je pense que c'est possible. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que l'ensemble des mouvements d'opposition doivent faire passer l'intérêt des Français, l'intérêt de la France, l'intérêt du modèle social des Français avant l'intérêt des partis politiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, aux Républicains, à droite, qui sont en train d'hésiter aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de dire à ces députés-là courageux qui hésitent chez LR, d'avoir le courage de résister aux pressions et de résister à la Macronie. Et je veux leur dire qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national ne présentera pas de candidat dans les circonscriptions où les députés des Républicains voteraient avec nous la motion de censure. Vous achetez les voix, là. Vous achetez les voix, là. Non, je n'achète pas les voix. Je n'achète pas les voix. Je dis arrêtons le sectarisme. C'est risqué pour vous, monsieur Bardella. 80% des Français qui ne veulent pas de cette réforme. Est-ce qu'une fois, on peut mettre de côté les étiquettes politiques? Est-ce qu'une fois, on peut mettre de côté l'intérêt de nos partis, l'intérêt de notre boutique et se mettre autour de la table dans l'intérêt des Français? Là, Jordan Bardella, vous voyez une brèche. Là, vous voyez une brèche. Bien sûr qu'il y a une brèche. Mais cette brèche, elle est fondamentale. C'est un choix de société qui est en train de se poser. Shannon, est-ce que c'est possible, ça? Mais moi, de toute façon, je n'ai pas à dire aujourd'hui, ce vendredi soir, sur votre... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est possible dès lundi. Non, mais on peut faire tous les calculs possibles. On peut prendre une feuille et faire du comptage. Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Sur le comptage, à peu près, vous êtes à quoi? C'est impossible de le dire. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours encore, tous les ministres disaient, juste pour qu'on comprenne, tous les ministres disaient il n'y aura pas de 49.3 parce qu'on aura la majorité. Or, quelques heures avant le vote, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de majorité. Donc, l'Assemblée nationale est opposée à cette réforme. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter le sectarisme un peu à la NUPES qui pousse à la bêtise. Si pour une fois, on se met autour de la table dans l'intérêt des Français, cette réforme ne passe pas. Mais Jordan, et le gouvernement vous marchandez, là. Vous savez qu'il manque 30 voix des Républicains. Et là, vous venez leur dire venez avec nous, on vote tous ensemble. Exactement. J'ai suffisamment confiance. Vous savez, j'ai suffisamment confiance
au groupe des Républicains pour qu'il fasse preuve de cohérence. Bon, alors tout le monde vient draguer les Républicains. Alors, oui. Si vous aviez confiance, vous seriez allé au vote. Et pas au 49-3. Non mais il y a quand même un esprit de responsabilité à avoir derrière tout ça, Monsieur Bardella, et vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, les Républicains, et comme vous, j'en appelle ici à la responsabilité des élus du groupe républicain. Pendant la campagne des présidentielles, avec Valérie Pécresse notamment, ils ont défendu justement une réforme de la retraite avec un âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Il n'y avait pas l'Ukraine, il n'y avait pas l'Ukraine, il n'y avait pas la... ce texte avec des débats, avec des heures et des heures de débat au sein de l'hémicycle de l'Assemblée. On a révisé cet âge légal de départ à la retraite en le révisant de 65 à 64 ans. Faisons preuve d'un minimum de bon sens et de cohérence. Et ici, si les députés, les Républicains veulent pouvoir regarder leurs élus droit dans les yeux, je les invite bien évidemment à ne pas voter cette motion de censure. Et encore une fois, je crois, si vous me permettez de terminer, allez-y, Shannon, qu'on assiste ici à un grand moment de vérité sur votre plateau, et je suis ravie de le voir, puisque M. Bardella nous dit clairement qu'il n'a aucune ligne politique et qu'il est prêt à s'allier avec l'extrême gauche pour justement voter cette motion de censure. Faites preuve justement, M. Bardella, d'un minimum d'honnêteté intellectuelle envers vos électeurs en ne vous alliant pas à l'extrême gauche et en votant cette motion de censure. Je vous parle de LR. Alors juste, Carla, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on entende une citoyenne. Je voudrais juste revenir sur un truc, parce que vous parlez que vous passez des heures et des heures à pondre des trucs qui finalement font chier tout le monde. Sauf que la question... Oui, c'est joliment dit. Oui, toujours. Je suis la fille de ma mère, je suis toujours polie. Mais bref. Donc en fait, là, ce que vous êtes en train de me vendre, c'est que je vais travailler jusqu'à 63 ans, parce que j'ai de la chance, j'ai commencé à 20 ans. Donc normalement, je crois que c'est 63, si on n'a pas encore changé le truc, bien évidemment. Je suis serveuse, donc à 63 ans, je vais encore me taper les 26 services en haut, en bas, avec mon plateau dans les mains. Ça sera super, ça va être génial, ça sera un petit peu moins vendeur, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, je vais avoir une paye de merde parce que je vais avoir du coup la bouffe qui va me coûter plus cher, l'essence c'est pas fini, la vie je vous en parle même pas. Donc en fait, vous voulez que je parte à 63 ans mais j'ai une vie de merde jusqu'à 63 ans. Vous savez que... Non, parce qu'en fait, reculer la retraite et me promettre, mais monts et merveilles, comme quoi j'aurais pas à galérer pour m'acheter des pâtes de marque et pas des pâtes de pas marque. Ok, je veux bien aller jusqu'à 63 ans. Alors si je sais que pendant ces 63 années-là, je vais pouvoir aller boire un verre avec une copine sans me poser la question de si ça va perturber tout mon frigo à la fin du mois, et de pouvoir enfin me barrer de chez mes parents, même si je les aime de tout mon cœur. Vous voyez ? On les embrasse. Là, en fait, on les embrasse. Ils me regardent, je pense. Sauf que là, en fait, vous me promettez que des choses... Ce que vous ne serez peut-être pas serveuse toute votre vie non plus. Je l'espère, sauf que c'est pareil. Ce que je vous promets, faut faire des études, mais une fois que vous avez un bac, vous ne pouvez pas. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais bon, c'est aussi vous. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Shannon et Jordan Bardella, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est la grande question que tout le monde se pose, il est 21h09, on est en direct, est-ce qu'aujourd'hui, dès lundi, on peut avoir un gouvernement qui sauterait ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est de l'ordre de l'utopie ? Si la motion de censure est votée, c'est la conséquence, le gouvernement tombe. Oui, mais aujourd'hui, les Républicains, ils n'iront pas contre le... Alors, moi, j'ai une chose très simple aux Français. Je leur dis, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de fatalité. Si le gouvernement devait ne pas tomber, on doit repartir en il y aura d'autres et les Républicains, élections. Ils sont pas sûrs d'être et il restera une arme aux gens, c'est le bulletin de vote. Non mais je vais vous dire, Jordan Bardella, vous croyez bien que les députés LR qui ont été élus ne vont pas prendre le risque de se dire on va peut-être sauter derrière. C'est pour ça qu'il leur promet de ne pas présenter de candidat face à eux. Voilà, pour les voix. Et par ailleurs, Ciotti a dit qu'effectivement, il ne voterait pas la motion de censure, mais 50 secondes après, il y avait quelques dissidents déjà qui commençaient à dire que peut-être il ne serait pas sûr. Parce qu'en fait, chez LR, juste pour que les gens comprennent bien, en fait, quand vous regardez tous les sondages, chez LR, la moitié des électeurs de LR, bon, il en reste plus beaucoup, mais la moitié des électeurs de LR est partagée entre pour la réforme, contre la réforme. Et il y a une majorité, dans le dernier sondage, je crois que c'est Harris, d'électeurs des Républicains, 53%, je crois que c'est Harris, qui souhaitent que les députés LR votent la motion de censure. Parce que le problème de LR, c'est qu'en fait, il y a une partie des gens de LR, notamment Ciotti, Marleix, qui rêvent d'être ministre de Macron, et donc ils veulent être plus macronistes que Macron. Et donc ils donnent tous les gages, ils disent Macron, vous êtes génial, on va voter la réforme, il faut réformer, il faut du courage, etc. Sauf qu'il y a beaucoup d'électeurs de LR qui sont des électeurs un peu perdus et qui ne veulent pas de cette réforme et qui se disent, en tout cas, c'est le mauvais timing. Parce qu'il y a beaucoup de députés LR. Parce que vous les draguez il y a 5 minutes. Non, ce que je vous dis, c'est que LR est coupé en deux, tout simplement. Non, mais vous êtes en train de dire que... LR est coupé en deux, en fait. C'est ça la réalité. Alors, donc pour vous, Shannon, est-ce que c'est possible ou pas ?
Vous êtes confiante? Moi, je suis plutôt confiante, mais après, encore une fois, je ne suis pas dans les chiffres et je pense qu'il y a des négociations. Oui, mais on sait à peu près. Non, mais attendez. Moi, la question qui se pose derrière tout ça, la question qui se pose derrière tout ça, c'est de pouvoir faire en sorte de rétablir un petit peu de sérénité dans la rue. Est-ce que vous avez vu les scènes auxquelles on assiste bien sûr. en ce moment? Est-ce que vous avez vu les scènes de chaos? Parce que, excusez-moi, mais regardez. Shannon, c'est inadmissible. C'est inadmissible, mais c'est inadmissible, les scènes de chaos, mais on ne peut pas empêcher les gens d'aller dans la rue parce qu'ils ne sont pas d'accord avec. Mais est-ce que vous pensez que ça fait avancer le débat? Non, mais on ne peut pas empêcher les gens de manifester. On ne peut pas empêcher les gens de manifester. Déjà, quel débat vous avez mis le 49.3? Excusez-moi, c'est des gens qui vous prenez tout ce qu'ils ont, ou en tout cas ce qu'ils pourraient avoir. Et vous vous étonnez qu'ils finissent par faire des trucs un peu bêtes. Madame, cette réforme des retraites, justement, ce que, oui, ici on ne comprend pas, c'est que c'est justement l'occasion de revoir de fond en comble un système de retraite par répartition qui est un bien précieux dans notre pays. Shannon, je vais vous dire ce que voient les Français. Ils ne voient pas la retraite et le système de répartition, ils n'en ont rien à carrer. Ils se disent demain on ne va pas manger, et demain ma fille elle ne va pas manger, et demain je ne vais pas avoir de travail. Donc ils n'en ont rien à carrer de ça. Et je pense que l'urgence elle est plus là qu'aller faire les retraites. Il y avait une solution, c'était le référendum. Nous, on avait proposé. La motion de censure de l'Arry permettra. On avait proposé. Occupons-nous du quotidien des Français avant de s'occuper du quotidien des Français dans 40 ans. On avait proposé le retrait du texte ou le référendum. Pourquoi on ne consulte jamais les Français par référendum? Nous, on a défendu le référendum d'initiative citoyenne. Ça fait 18 ans que les Français n'ont pas été consultés par référendum. Sur un truc comme ça, on aurait juste. Mais les Français ont été consultés lors des élections présidentielles et législatives, monsieur Bardella. Oui, les législatives, ils vous ont pas donné de majorité. Monsieur Bardella, excusez-moi, je crois qu'aujourd'hui, je sais que ça ne vous fait pas plaisir et que c'est pas une réalité qui est agréable à vivre au quotidien, mais aujourd'hui, on a un président de la République qui est Emmanuel Macron, qui a été élu légitimement. La donne a changé. On a des candidats aux élections législatives. J'ai moi-même cette semaine.